Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver depuis l'auberge d'Anty, ici à Anty-sur-Léman, pour cette nouvelle émission politique consacrée aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Vous le savez, si vous nous suivez, cette année, 8 Mont-Blanc et le Dauphiné libéré s'associent pour donner la parole aux candidats. Et pour ce vendredi 3 juin, nous avons choisi de nous intéresser à la 5e circonscription de Savoie. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, à mes côtés, Virginie Borlé, chef d'agence au Dauphiné libéré. On commence avec vous pour une petite présentation du territoire. Je vous passe le micro. Alors, bienvenue dans cette 5e circonscription de Haute-Savoie, le Chablais, un territoire situé au nord du département, entre lac et montagne et frontalier avec la Suisse. Attractif, le Chablais accueille chaque année près de 2000 nouveaux habitants, sans compter l'afflux saisonnier drainé par le tourisme, été comme hiver. Si le tourisme est le premier pilier de l'économie locale, le territoire compte aussi quelques industries, avec des fleurons comme les eaux d'Évian ou les papeteries du Léman. Beaucoup d'acteurs dans le tertiaire et une agriculture dopée par ces AOP fromagères. Proximité de la Suisse oblige, le marché de l'emploi est lui chahuté par l'attractivité salariale helvète, créant une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Le déséquilibre s'étend également au logement, avec cette fois des Suisses qui passent la frontière pour trouver un toit en Haute-Savoie. Démographie, attractivité touristique, chômage bas, tout cela crée évidemment des richesses, mais engendre aussi son lot de problématiques. C'est le cas en matière de mobilité, de santé, de pouvoir d'achat, les 3 thématiques que nous aborderons aujourd'hui. Merci beaucoup Virginie. Je rappelle donc que nous sommes bien 5e circonscription de Haute-Savoie. On commence cette émission avec une première prise de parole. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Qui êtes-vous et pour quelles raisons faudrait-il voter pour vous? Jessica Terini, vous avez remporté le tirage au sort. En premier, vous avez la parole. Alors tout d'abord, merci à l'organisation de ce débat. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Terini Jessica, candidate du Rassemblement national. J'ai commencé en 2012 comme suppléante pour les élections régionales. En 2015, j'étais candidate aux élections départementales accompagnée de M. Chevalier-Patrick. Et à ce jour, je suis accompagnée de mon suppléant, M. Jarrier-Patrick, qui malheureusement n'a pas pu se libérer et s'en excuse. Je suis fiancée, maman de 4 enfants, je fais 3 métiers différents et aujourd'hui j'en pratique plus que 2. Aide-soignante depuis 21 ans et sapeur-pompier volontaire depuis 12 ans. J'ai arrêté la sécurité. Dernièrement, ce sont les électeurs du Rassemblement national du Chablais qui sont venus me demander d'être de nouveau leur candidate pour les législatives auxquelles j'ai répondu un grand oui pour sortir de cet enfer que nous vivons au quotidien et je tiens à les remercier pour leur confiance à mon égard. Pour ce débat, je serai la candidate particulièrement pour les thématiques de la santé et du pouvoir d'achat. L'un ne va pas sans l'autre. En ce qui concerne les autres sujets, si je suis élue, je ferai également le nécessaire pour qu'il manque de rien. Merci beaucoup. Céline Vico, vous avez la parole. Bonjour à tous et merci pour ce débat. Je m'appelle Céline Vico, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, je vis avec mon compagnon, nous ne sommes pas mariés. Je suis depuis 16 ans dans la région, je suis normande d'origine et je ne suis pas une politique, je suis une citoyenne comme tous mes concitoyens, mais j'ai mon expérience de vie en tant que femme et en tant que salariée, en tant que mère aussi, qui m'ont fait penser que je devais m'engager pour eux, pour vous, parce qu'il était temps que les choses changent, pas seulement dans le Chablais, mais aussi au niveau national, et certainement pour surtout faire barrage au gouvernement Macron, qui depuis 5 ans nous a interdit beaucoup de choses. Et je serai là avec pugnacité et avec sincérité et surtout honnêteté pour vous défendre. Guillaume Ducrot. Bonjour, merci pour l'organisation de ce débat. Alors, je suis Guillaume Ducrot, j'ai 25 ans, je suis juriste. Et dans l'objectif de cette élection, je me suis préparé en devenant assistant parlementaire pendant près d'1 an à Paris. Je suis né et je vis à Thonon-les-Bains et Diane Decroux, ma suppléante, elle est née à Évian et vit sur Neufchâtel. Nous portons ensemble une candidature de rassemblement pour notre territoire. Nous pensons que nous pouvons, que vous pouvez faire confiance à une nouvelle génération politique. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Car au vu des documents de Sophie Dion, candidate LR, nous avons pu noter qu'une société qui ne fait pas confiance à ses jeunes est une société sans avenir. Eh bien, il faut dire que nous sommes tout à fait avec ce point-là, car nous sommes jeunes et nous avons monté un parti politique qui s'appelle l'Avenir dans le Chablais. Avec nos adhérents, nous avons construit un projet qui est innovant, collaboratif et pragmatique pour notre territoire. C'est avec ce projet que je sollicite votre confiance pour les 5 prochaines années en tant que député. Merci bien. Odile Martin-Cochet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Odile Martin-Cochet, enseignante, formatrice, auteure de manuels scolaires papier et numérique. Je connais donc la fonction publique et l'entreprise privée. Sur le territoire, avec un groupe d'amis, nous avons créé l'association de liaison des actions citoyennes dans le Chablais, qui a pour but de valoriser toutes les actions en faveur de l'humanitaire,
du social, de l'économie sociale et solidaire et de la transition écologique. Je suis très honorée et très déterminée à vous représenter en portant ce programme de la Gauche Unie, qui est le seul programme pensé et chiffré pour faire face aux urgences sociales, écologiques et démocratiques. Sophie Dion. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Dion et j'ai le Chablais au cœur. J'ai grandi et été élevée dans les montagnes du Chablais. Mes 2 fils sont nés à Thonon et je vis toujours avec ma famille dans la maison familiale. Christophe Arminjon, chablaisien depuis toujours également, maire et président d'agglomération, est mon suppléant. Il incarne une nouvelle vision, des nouveaux projets et surtout il sait travailler avec les autres. Un seul exemple, pour le Tour de France, eh bien, il a fait une lettre commune de candidature avec notre ami Nicolas Rubin, maire de Châtel. Ensemble, avec une équipe rassemblée, et la force du département et de la région et de son président Laurent Wauquiez. Nous voulons travailler et porter un Chablais uni, au-delà des querelles qui font tant de mal. Nous sommes les seuls à rassembler la totalité du territoire du Chablais, avec le lac et avec la montagne. Je ne suis pas l'élu d'une seule commune, et c'est une force pour rassembler, car je ne sacrifierai pas à des intérêts particuliers. Ma seule boussole, c'est le Chablais, bien loin des consignes parisiennes. Et c'est en proximité avec les Chablaisiens que j'ai bâti mon programme. Je travaillerai dans le rassemblement de la droite et du centre, et avec la majorité présidentielle et le gouvernement d'Emmanuel Macron, où j'ai de nombreux amis depuis longtemps, si et seulement si cela va dans l'intérêt du Chablais, des habitants du Chablais, car ma seule devise, mon seul programme, c'est pour vous. Merci. Michel Bourrel. Oui, bonjour, je suis Michel Bourrel, je vous remercie pour l'organisation, je remercie également tout le monde d'être venu. J'ai 52 ans, je suis marié, père de 2 enfants, je vis depuis plus de 30 ans à Châtel, dans la vallée d'Abondance. Je suis également depuis plus de 25 ans chef d'entreprise, formateur en stratégie digitale et depuis 3 ans président de l'agence économique du Chablais. Le Chablais, c'est un équilibre subtil entre le lac et la montagne et entre les différentes communautés de communes. Il faut mettre en œuvre une culture de la coopération sur le territoire. Ça, c'est au niveau local, ça manque quand même nettement. Ce qui fait ma force, c'est mon ancrage local. Je suis très investi depuis fort longtemps dans l'économie, l'éducation et l'écoute du territoire. Aujourd'hui, avec mes différentes fonctions, j'ai atteint le plafond au-delà duquel je ne peux plus être utile. Je souhaite donc franchir ce cap en m'engageant encore plus et devenir député pour aider en apportant mes compétences au niveau supérieur. Mon constat est qu'il est urgent que le débat s'éloigne de la seule logique de majorité et d'opposition dans laquelle nous nous sommes enfermés depuis trop d'années. J'ai la chance, moi, de n'être encarté nulle part et d'avoir un esprit libre. J'apporterai donc de la nuance pour nourrir le débat autrement et travailler à l'intérêt général. Pour, entre autres, la décarbonation de notre économie, pour les enjeux sociétaux du digital également, qui sont un véritable problème de santé publique en devenir. Et donc, je souhaite me faire élire pour ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Michel Bailly. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Bailly, j'ai 67 ans. Je suis à lutte ouvrière depuis 40 ans et j'en suis fière parce que je n'ai jamais été déçue, comme l'ont pu l'être bien d'autres qui ont mis leur espoir dans tel ou tel sauveur suprême, à gauche comme à droite. J'ai toujours travaillé comme employée dans la santé avec des enfants, des seniors ou des handicapés. Comme ouvrière en usine, j'ai travaillé en Suisse et j'ai terminé comme femme de chambre dans un hôtel de luxe. Ma présence ici, une retraitée femme de chambre, qui ne suis absolument pas une politicienne chevronnée, dans une région réputée bourgeoise, pour moi c'est déjà une première victoire. Je suis là pour affirmer qu'il faut un parti pour la classe ouvrière. La situation est grave, pleine de menaces, de crises économiques, écologiques, voire de guerre. Il faut nous préparer, nous les travailleurs, face à la classe bourgeoise qui nous divise pour mieux nous exploiter, avant peut-être de nous envoyer au front. Donc je suis là pour parler au nom de tous les travailleurs.
Merci beaucoup Anne-Cécile Violent, vous avez la parole pour conclure cette présentation. Bonjour à tous, merci pour cette invitation essentielle, effectivement, le débat qui permet à la démocratie de s'exprimer. Alors je suis Anne-Cécile Violent, j'ai 48 ans, je suis psychologue de métier. Depuis quelques années, j'ai réduit mon activité professionnelle pour pouvoir justement dégager du temps pour m'investir, tout d'abord au niveau associatif, puis au niveau politique, dans le bon sens du terme, dans notre beau Chablais. Je suis accompagnée de Christophe Songeon qui est maire de Ballaison, premier vice-président à l'agglomération de Thonon. Et ensemble, nous avons envie de défendre un Chablais unique et indivisible. Pour ma part, je suis maire de Neufcelles, je suis vice-présidente à la communauté de communes du Pays d'Évian, en charge de la mutualisation et des ressources humaines. Alors certes, ces mandats locaux m'ont permis d'acquérir une certaine expérience, voire parfois une certaine expertise. Et mon maître mot, c'est justement le rassemblement, c'est de permettre de travailler avec tout le monde, comme je le fais aujourd'hui, et comme je le ferai si toutefois vous m'accordez votre confiance. Je sollicite cette confiance parce que j'ai envie de vous proposer quelque chose de authentique, de sincère. C'est ce que je suis au quotidien, ce que je suis dans mon métier de psychologue, ce que je suis en tant que mère de famille, en tant que mère de mon village, en tant que vice-présidente, et aussi dans mes associations, l'une qui s'occupe de la lutte contre les violences faites aux femmes et qui permet un dispositif qui accueille ces femmes et enfants victimes de violences, ainsi que la préservation de l'eau de notre territoire. Notre territoire est extrêmement dynamique. Je vais vous demander de conclure. Ok, écoutez, je vous propose une candidature différente, authentique. Merci à tous. Avant de passer le micro à Virginie pour la première thématique, je rappelle que 12 candidats sont donc en lice pour cette élection sur cette 5e circonscription de Haute-Savoie. Quentin Duvaucel, Michel Messin, Audrey Capelli et Barbara Lemogo n'ont pu être présents aujourd'hui. Alors on va parler de mobilité, avec des axes routiers totalement saturés, une infrastructure ferroviaire sous-dimensionnée. Nous avons en Chablais la ligne unique la plus chargée de France où cohabitent fret et transport de voyageurs et une offre lacustre insuffisante, ça coince à tous les étages en termes de mobilité. Alors vous députés, quelles seront vos propositions pour désenclaver le Chablais? Et on redémarre avec Céline Vico. Merci. Alors oui, la mobilité chez nous, c'est vraiment un gros problème, hein. Il y a rien que chez moi qui vit à Publier, déjà, je ne peux pas prendre le bus pour aller à Évian. Ça paraît dingue, mais il faut que je passe par Thonon pour aller à Évian. Alors déjà, il va falloir travailler sur les lignes de bus, ça devient nécessaire. Après, il y a un nouveau prestataire qui est arrivé sur Thonon et alentour et qui pose des gros problèmes aux parents actuellement parce que les élèves ne peuvent pas prendre leur bus ou alors le bus est en retard ou alors il est trop bondé. Enfin, les élèves doivent orienter le chauffeur. Enfin, il y a encore du boulot aussi à ce niveau-là. Après, vis-à-vis du désenclavement, je trouve que c'est une bonne chose. La liaison Thonon-Machilly, je pense que ça va quand même aider, mais il va falloir que ça reste gratuit pour tous les usagers, parce que sinon les gens ne l'emprunteront pas. C'est un risque. Et puis, il va falloir aussi trouver quand même une meilleure coopération franco-suisse vis-à-vis des bateaux et puis peut-être encourager le covoiturage pour tous les frontaliers parce que plus il y a de monde qui arrive et plus il y a de voitures et plus il y a de bouchons. Il y a encore des nœuds au niveau de Douvaine, Scié et puis Bon-en-Chablais. C'est pas encore totalement fini, donc il y a beaucoup de travail, oui. Je sais pas de combien de temps je dispose, mais... C'est bon pour moi. Ah bah parfait. Merci beaucoup. Guillaume Ducrot. Alors sur le sujet des mobilités, je porte une vision globale autour de plusieurs axes. Le premier, on en a parlé du train, avec le travail pour le doublement de la voie de chemin de fer et pour la réouverture du Sud-Léman. Pour notre tourisme et pour nos frontaliers, il nous faut aussi renforcer et accélérer les navettes fluviales. Ensuite, dans le Chablais, il y a la question de la route. Et c'est un dossier que je connais bien. Mon grand-père est l'un des fondateurs de l'association Oui au désenclavement du Chablais. J'étais au Conseil d'État au mois de décembre lors de la séance d'études des recours. Et aujourd'hui, le dossier avance. C'est une bonne chose et je le soutiendrai. Car il nous faut ouvrir le Chablais, ouvrir notre territoire sur la France et sur l'Europe.
Demain, sur cette autoroute, nous devrons aussi investir pour que ce ne soit plus des véhicules à essence, mais des véhicules propres qui circulent. Ensuite, il y a la question des bus. Alors, les Chablaisiennes et les Chablaisiens vivent depuis plusieurs semaines maintenant le problème des bus pour les transports scolaires qui pose des difficultés. Il faut accélérer sur ce point. Nous devons coordonner sur le territoire au niveau des bus pour accéder aux trains et aux navettes. Nous devons relier nos montagnes et le lac. Et puis, ces bus, ils doivent être propres. Donc, je militerai pour que sur l'ensemble du territoire chablaisien et français, nous ayons des bus à propulsion hydrogène. Nous devrons aussi porter des grandes politiques ambitieuses pour des infrastructures, pour les mobilités douces et en particulier les 2 roues électriques. C'est comme cela que nous aurons un schéma multimodal cohérent pour le Chablais et pour la France. Merci bien. Odile Martin-Cochet, c'est à vous. Alors, la mobilité, c'est essentiellement la compétence des régions et des intercos. Mais l'État peut avoir un rôle très important et le programme que nous portons veut globalement fortement développer les transports publics écologiques et repenser la mobilité individuelle. Donc, créer par exemple un pôle public des transports et de la mobilité pour une SNCF réunifiée 100% publique. Il y a des choses qui sont très importantes à faire, effectivement, on l'a dit, et c'est en cours pour la réouverture d'une ligne ferroviaire locale, le Sud-Léman. On a parlé des tarifs qui sont prohibitif sur le Léman Express. Il va falloir revoir, et il faudrait retravailler avec la Suisse là-dessus. Mais on peut aussi, au niveau de l'État, penser à des choses comme un dispositif de billet unique ouvert aux jeunes. Nos jeunes partent beaucoup étudier à Annecy, à Grenoble, à Lyon. Et ça grève énormément leur budget. Les transports publics doivent être accessibles à tous. Globalement, bien entendu, favoriser l'usage du vélo par des aménagements d'infrastructures cyclables sécurisées. Il faut savoir qu'un doublement de lignes ferroviaires, c'est 250 millions d'euros sur 5 km. Ça met des années à être mis en place et il faut aller vers plus de ferroutage, plus de voies ferrées. Mais les voies cyclables sécurisées, il faut continuer à les développer, c'est plus immédiat. Et pensez aussi à tout ce qu'il y a autour pour favoriser cette intermodalité, cette possibilité de passer du vélo au bus, au train. Rapidement, s'il vous plaît, Madame Martin-Cochet. Écoutez, je dis juste un mot quand même. Renationaliser les autoroutes, ça coûte très très cher et cette 2 fois 2 voies, on va la payer 3 fois par nos impôts, en payant le péage et en payant, si jamais le privé ne fait pas assez de bénéfices, les collectivités devront payer. Toujours pareil, on privatise les gains et on mutualise les dépenses ou les pertes. C'est très embêtant et c'est à l'inverse de ce que nous voulons prôner dans notre programme. Merci beaucoup. Sophie Dion, vous avez la parole. Merci. Alors, les mobilités, ça va de pair avec le développement durable. Donc, il nous faut des transports qui soient respectueux de notre environnement, rapides et efficaces. C'est évidemment essentiel pour notre économie, pour nos tourismes, pour nos jeunes, pour tous les habitants du Chablais. Donc en effet, quand on réfléchit sur les questions de mobilité, il faut appréhender le sujet dans sa globalité. Et donc, il faut réfléchir et mettre en place à la fois des mobilités douces. Il faut renforcer les navettes lacustres, c'est évidemment très très important car c'est un mode de transport qui est respectueux de l'environnement. Il faut des pistes cyclables qui soient entretenues, sécurisées et il faut des voies vertes. Et puis, il y a la question des transports collectifs. Les transports collectifs, c'est le Léman Express qui marche bien. Tout le monde, je crois, en est satisfait, mais il faut renforcer les dessertes et le cadencement, car il ne peut pas y avoir de rupture de charge à Annemasse ou encore un peu plus loin à Bellegarde. Il faut évidemment des bus qui soient propres. Il faut, et ça c'est un sujet qui me semble-t-il est important aussi, il faut se battre pour le TGV. Il faut que le TGV puisse arriver jusqu'à Thonon. Je l'avais fait dans mon mandat précédent et je le ferai encore. Et enfin, sur l'autoroute Machilly-Thonon, c'est évidemment une bonne chose.
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que quand on lit l'arrêt du Conseil d'État qui a été rendu le 30 décembre 2021, on s'aperçoit que cette décision est finalement en adéquation avec les besoins du territoire, notamment parce qu'elle dit, ben voilà, cette autoroute, elle va permettre de désengorger les bourgs, de désengorger les villages par effectivement une voie rapide, et ça permettra d'être compatible avec l'écologie et d'éviter évidemment les nuisances sonores. Donc naturellement, je suis pour, ce projet avance. Nous sommes dans l'hypothèse effectivement de la procédure d'appel d'offres et le choix du concessionnaire qui devrait intervenir à l'automne prochain. Merci beaucoup. Michel Bourrel. Eh oui, un territoire attractif mais enclavé, ça on le savait. On a beaucoup de difficultés, tout le monde en a un peu parlé. On a un vrai manque quand même au niveau, puisqu'on parle du Chablais dans sa globalité, mais en fait c'est 3 intercommunalités. On a un vrai manque d'organisation, une autorité organisatrice sur la mobilité. Ça manque pour piloter ce dont parlait Madame Dion, une espèce de politique globale à 360, comme on dit. Donc le Léman Express, on est d'accord, c'est un beau succès. Qui arrive un peu tard, selon moi. Le RER en Ile-de-France existe depuis 40 ans. Donc on voit qu'on est rapide, mais on ne se presse pas quand même. Et surtout, il manque, avec ce projet-là, de vraies possibilités de parking, tant au niveau des places disponibles que des tarifs qu'on pourrait mettre en place vis-à-vis des frontaliers. Sur le transport par le lac, par voie fluviale, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a un vrai truc que vous avez oublié quand même. C'est qu'aujourd'hui, le trafic sur le lac, il est assuré par la compagnie suisse CGN, ayant le monopole des transports lacustres. Le mot important, c'est pas CGN. Le mot important, c'est monopole. Il faut que nous, élus français, nous négocions avec nos amis suisses cette question du monopole. Il nous faut plus de liaisons vers plus de destinations et surtout plus d'opérateurs capables d'offrir plus de services. Le projet historique reliant Machilly à Thonon, effectivement, Madame Dion l'a dit, l'a rappelé, Monsieur Ducrot aussi tout à l'heure, tous les recours ont été a priori épuisés et on en est là tout de suite à choisir le concessionnaire, l'opérateur qui mettra en œuvre le projet. Donc ça, c'est bien. Il faut absolument aller au bout cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été consacrée à ce jour à l'abandon de ce projet depuis 30 ou 40 ans. Donc, Monsieur Bourrel, je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Alors oui, je conclus par le vélo et la mobilité douce et le fait qu'il faut mettre le paquet sur la mobilité et le vélo du quotidien. Parce que quand on veut emmener ses enfants à l'école, à vélo, c'est compliqué. Parce que quand on va aller faire ses courses à vélo, c'est compliqué. Bien souvent, nos élus sont plus intéressés en termes de bicyclette par le Tour de France que par le vélo du quotidien. Merci beaucoup. Michel Bailly. Oui, merci. Si cette question revient à chaque campagne électorale, et j'ai l'impression d'en avoir toujours entendu parler, c'est bien que les élections ne changent absolument rien. Les lobbies de l'automobile, du pétrole, des transports routiers sont bien plus influents que tous les députés de n'importe quel parti, quel que soit l'intérêt de leur actionnaire. C'est cet intérêt-là qui intéresse l'État et il tranchera toujours systématiquement pour eux. Il ne faut pas prétendre le contraire, c'est faux. Ce problème de transport est intrinsèquement lié à celui du logement, qui pousse les salariés à aller toujours plus loin de leur lieu de travail pour se loger et galèrent des heures dans des bouchons et en graisse totale, qui profitent de la crise ukrainienne pour spéculer sur le prix de l'essence. À Lutte ouvrière, nous faisons confiance aux travailleurs et à ceux qui ont la capacité de résoudre ces problèmes. C'est uniquement eux. Non seulement parce qu'ils sont les principales victimes, mais aussi parce qu'ils font le travail. Un service public du logement qui se passerait des promoteurs employant directement maçons, charpentiers, architectes, urbanistes, etc., pourrait construire massivement ce qui manque de logements, rénover et mettre aux normes de confort et d'accessibilité, ce qui ne l'est pas. Les travailleurs du rail, des autocars, de la navigation, du transport routier, aussi bien que les emprunteurs, auraient bien plus d'idées pour mettre en place des transports collectifs efficaces,
gratuits et rouvrir des lignes fermées dans le passé ou créer celles qui manquent. Mettre fin au scandale des autoroutes construites avec l'argent public, payées par les péages et privatisées pour une bouchée de pain. Ces problèmes ont donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. Il a tant fait peur au gouvernement. Rapidement, s'il vous plaît, Madame Bailly, le temps passe. Il y en aura d'autres, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'espère juste qu'on ne se contentera pas de tourner autour des ronds-points, mais qu'on ira dans les grands groupes capitalistes qui font des profits de la bourgeoisie. Merci bien, Anne-Cécile Violent. Alors, ce par quoi je vais commencer, c'est peut-être préciser, parce que je n'ai pas eu le temps tout à l'heure, que je représente évidemment la majorité présidentielle. Et finalement, si je vous écoute, la plupart des mesures que vous pouvez préconiser à l'échelle nationale ont déjà été largement amorcées, voire plus que ça, développées lors de ce programme sur les 5 ans qui viennent de s'écouler. La modalité et le ferroviaire en priorité dans les zones rurales. Une offre abordable pour des véhicules électriques avec une filiale 100% française. Le fret qui n'est pas oublié, puisqu'il y a un grand chantier qui est lancé pour renouer avec le fret ferroviaire et ainsi réduire le poids lourd sur les autoroutes. Pour les vélos, 16 000 km de voies cyclables ont été réalisés grâce à des financements de l'État. Tout comme les coups de pouce, par exemple, pour les réparations des vélos, ainsi que les primes pour l'achat de vélos à assistance électrique. Enfin, on n'a pas oublié toute la dimension environnementale, puisque, vous le savez, il y a un grand plan hydrogène qui est lancé pour devenir leader de l'hydrogène vert, produire des millions de véhicules hybrides et aussi le premier avion bas carbone. Nous étions aux assises de la transition énergétique cette semaine à Genève et la technologie hydrogène existe, elle est performante. Reste à pouvoir développer évidemment les infrastructures qui permettront un développement plus large. S'agissant du Chablais, évidemment, la 2x2 voies, ce n'est plus qu'une question de temps. Je suis une fervente défenseuse de la ligne Tonquin du RER Sud-Léman. C'est indispensable pour pouvoir échapper aux tout-voitures. 12 000 véhicules jour sur cette route, ce n'est plus possible. Le développement des voies lacustres, oui, il y a un monopole, mais nous avons aussi plein d'entreprises qui viennent nous solliciter pour créer d'autres modèles que les gros bateaux. Et ça, c'est une possibilité très concrète et je pense qu'elles verront le jour très rapidement. Évidemment, améliorer les infrastructures et les déplacements doux et toutes les mesures financières incitatives et pas toujours répressives, c'est prévu aussi dans le programme de M. Macron. Et je termine sur un autre désenclavement que tout le monde a oublié, qui est le désenclavement numérique. Aujourd'hui, il faut qu'on continue absolument à lutter contre la fracture numérique et permettre l'accès à la fibre et au réseau téléphonique. Merci beaucoup. Jessica Terény, c'est à vous pour conclure cette première thématique. Alors oui, il est certain que l'aménagement du territoire est très important, sachant que nous sommes dans une vallée où il y a beaucoup de virages, de routes de montagne, souvent abîmées par le climat comme la neige, les inondations et j'en passe, qui avec ça sont accompagnés avec des gestions de risques. Et également, nous avons beaucoup de touristes dans les périodes estivales et hivernales. Et je reconnais que depuis la réalisation du contournement, qui est d'ailleurs une très bonne décision, les bouchons se font plus rares. Tout d'abord, si je suis élue, je soutiendrai les associations chablaisiennes, comme particulièrement l'association Mobilité Douce du Chablais, qui font un travail formidable sur leur temps de libre, en plus de leur profession et leur vie de famille, auxquels je donnerai un maximum de moyens pour les soutenir dans leurs démarches et leurs projets. En allant sur le terrain, j'ai remarqué que certains endroits, il y avait certaines voies publiques déjà existantes qui étaient abîmées. Donc je ferai en sorte qu'elles soient modifiées le plus vite possible pour favoriser les déplacements quotidiens des cyclistes et des piétons. Je mettrai en place des aménagements pour sécuriser les points noirs très dangereux et mettre en continuité les aménagements qui existent déjà. En ce qui concerne les parkings relais, s'il est nécessaire d'en rajouter, je mettrai les moyens pour les mettre en place. J'encouragerai également les Chablaisiens à continuer le convoiturage, qui est une très bonne chose, mais aussi pour une question d'économie et d'écologie. Pour les personnes à mobilité réduite, je continuerai à aménager des espaces qui seront adaptés à eux, pour leur confort et sécurité, et continuer à favoriser les transports dans certaines communes pour qu'ils puissent circuler comme il se doit pour leurs tâches quotidiennes de la vie, ainsi que les transports de bus pour les enfants, qui effectivement n'est pas encore à jour. Qui n'est pas tout, je vais y arriver, qui n'est pas encore mis correctement et en place. Merci à toutes et à tous.
Je rappelle, certains et certaines ont pas mal d'avance, donc soyez bien précis et concis dans vos réponses. Thématique numéro 2, on va parler santé. On le sait, sur cette 5e circonscription, il y a des difficultés, notamment le but c'est d'éviter les situations de déserts médicaux. Comment vous, en tant que député, quelles solutions apporterez-vous pour un meilleur accès aux soins? On commence avec Monsieur Ducrot. Merci. Alors sur la santé, il faut le reconnaître, nous payons les erreurs du passé. Il nous faut aujourd'hui les corriger, tant au niveau national qu'au niveau local. Alors il y a plusieurs points. D'abord, le premier point concerne l'hôpital et en particulier l'hôpital public. Il nous faut défendre notre offre hospitalière dans le cadre du schéma de l'ARS, avec un établissement performant et de qualité. Je me battrai aussi pour la réouverture du service de soins psychiatriques qui a fermé à Thonon il y a de cela quelques mois. Je suis également pour la revalorisation des rémunérations de nos soignants. Ils doivent vivre dignement de leur travail. Concernant les déserts médicaux, il n'est pas entendable que nos familles ne puissent plus avoir de médecins traitants, ne puissent plus avoir accès à des professionnels, à des spécialistes de santé. Ainsi, il nous faut faciliter et accompagner la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires sur notre territoire. Construire un schéma territorial des médecins. Cela permettra de savoir là où il y a trop de médecins et là où il en manque et de pouvoir les compenser afin de créer un véritable maillage. Enfin, il nous faut faire des projections sur les futurs départs en retraite afin de les anticiper et d'avoir une vision. Je poursuivrai également le travail de reconnaissance du statut des aidants. Et puis, il nous faut agir pour le développement de structures d'accueil de proximité adaptées pour les personnes en situation de handicap. Il nous faut aussi parler de la situation des EHPAD. Dans ces établissements, nous devons garantir à chacune et chacun des conditions de vie dignes. Enfin, un grand plan aussi devra être fait pour faciliter, encourager le maintien à domicile de nos aînés. Voilà un plan concret, pragmatique, porté par l'avenir pour la santé. Odile Martin-Cochet. C'est vrai que dans le Chablais, on a vraiment cette désertification et ce problème de l'hôpital public, mais qui est vraiment caractéristique de tout ce qui se passe en France. Et on paye le fait qu'on n'est plus embauché, on n'est plus formé de médecins suffisamment, que les conditions de travail sont catastrophiques. Et bien que cette alerte ait été déjà posée dès 2019 fermement, rien n'a été fait et il faut maintenant mettre en place un plan d'urgence, un plan de formation massif déjà. Bien sûr, le numerus clausus a été levé, mais il faut que les facultés de médecine puissent accueillir suffisamment de médecins. Il faut 10 ans pour former des médecins. On peut, là, d'urgence également, proposer des augmentations de salaire. Les horaires décalés, les horaires de nuit sont vraiment scandaleusement mal payés. Et les augmentations du Ségur ne compensent pas. Globalement, sur le Chablais, ce qu'il faut bien sûr, c'est penser à un maillage du territoire. Il faut sécuriser les citoyens pour qu'ils soient tous à moins de 30 minutes de transport d'un hôpital avec un service d'urgence, une maternité et un service de chirurgie de base. Et pour en finir avec les déserts médicaux, ce que nous proposons, c'est installer des centres de santé où les professionnels de santé travaillent ensemble et se complètent, médecins, sages-femmes, infirmiers, kinés. Ils disposent d'un secrétariat qui gère l'administratif et ils sont donc salariés. Et ce qu'ils gagnent en qualité de vie est vraiment précieux et est attractif. Le financement, parce qu'on nous demande toujours mais combien ça coûte tout cela. En fait, il faut penser qu'on peut rattraper 4,5 milliards d'euros sur la taxe sur les salaires qui est appliquée aux hôpitaux. Et ça, c'est 100 000 emplois par an que l'on peut immédiatement mettre en place sur la France. On peut supprimer la dette des hôpitaux et surtout les exonérations des cotisations sociales accordées par Macron aux entreprises du CAC 40. On a de quoi là financer un vrai redressement du système hospitalier français. Merci bien. Sophie Dion. Alors la santé, permettez-moi de lier santé et solidarité car c'est effectivement très complémentaire. Préalablement, je voudrais dire que la santé n'est pas une marchandise. C'est un droit fondamental pour toutes les personnes. C'est intéressant de le rappeler car il faut s'éloigner d'une logique de chiffres. Il faut effectivement tenir compte de cet aspect fondamental
pour que, sur la santé, on puisse assurer une offre de soins complète pour tous les Chablaisiens. Alors ça passe naturellement par l'hôpital d'Autonon, qui est en situation d'urgence absolue. J'ai rencontré les médecins il y a maintenant un jour, et il y a un déficit qui est grave sur les anesthésistes. En fait, il y a 3 anesthésistes et il en faudrait 10. Donc, ils ne vont pas pouvoir assurer toutes les urgences, seulement les urgences vitales. Donc ça, c'est un sujet qui est essentiel pour nous tous. Naturellement, on a tous été très attristés de voir la disparition du service de psychiatrie et il faudra monter auprès de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, pour qu'elle revienne sur sa décision. Mais l'hôpital d'Autonon, il doit travailler, et c'est très important, il doit travailler en concertation avec la médecine de nos vallées et de nos villes. Tout ça, c'est indivisible. Et donc, il faut effectivement mettre en place, aider les maires à mettre en place des maisons de santé pluridisciplinaires. Et plus globalement, il faut appréhender la situation des soignants. Les soignants, ils ne sont pas assez payés. Les soignants, ils ont des conditions de vie qui ne sont pas suffisantes. Ne serait-ce que, par exemple, mettre une crèche pour les mères de famille qui arrivent à l'hôpital et qui voudraient bien faire garder leurs enfants. Et puis, la solidarité, c'est effectivement au cœur aussi de ce que pensent les Chablaisiens, c'est la prise en charge digne et de qualité pour les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables. Donc il faut aller vers le maintien à domicile, il faut contrôler les maisons de retraite, il faut des structures d'accueil pour les personnes les plus vulnérables à tous les moments de la vie. Et naturellement, il faut aller plus loin vers le statut de l'aidant pour lui assurer un statut complet. Merci beaucoup, Monsieur Bourrel. Vous avez beaucoup d'avance, donc concis. Ok, j'y vais. S'il vous plaît. Sur les EHPAD, je veux juste rappeler une petite chose. La marchandisation de la vieillesse et cette opportunité de mettre les EHPAD en mode privé, ça date de l'époque de Xavier Bertrand. Du coup, c'est un collègue de Sophie Dion. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite... Oui. Bah, je vous ai laissé parler, Madame Dion. Allez-y, Monsieur Bourrel. Donc ça, voilà. Donc ça, moi, marchandiser le grand âge et la vieillesse, c'est pas possible. Que ce soit le secteur privé, oui, mais à caractère non marchand, c'est à mon avis la base. Pourquoi les HDL ont-ils mauvaise presse? Ça, c'est une question qu'il faut se poser aussi, parce qu'il y a un désintérêt du public aussi pour cet hôpital. Il n'y a pas seulement un manque de soignants, même si tout ça est vrai. Donc là, il y a une vraie question. Pourquoi est-ce que, en termes de budget, certains budgets partent plutôt au CHAL, etc. Là, il faut vraiment voir ça avec l'ARS. Que les HDL aient eu un problème de management, ça c'est clair et net. Le directeur vient de partir. Là, actuellement, c'est le directeur du CHAL qui gère un peu le truc. Voilà. Bon. Donc là, il y a un vrai questionnement. Ensuite, je vais faire très concis. On l'a dit, vous l'avez dit, Guillaume l'a dit, Mme Martin Cochet l'a dit, ça fait 30 ans que la politique désastreuse du numerus clausus nous amène à là où on est aujourd'hui, à l'instant T. C'est-à-dire une espèce de truc qu'on va se prendre dans la tête et qui va nous faire très mal, qu'on est déjà en train de se prendre dans la tête. Donc, moi, j'ai longuement discuté, pas avec les médecins, parce que j'ai pas eu le droit et j'ai pas eu accès à eux, mais j'ai longuement discuté avec les aides infirmiers qui sont formés actuellement à Thonon. Il y a des choses qui ont été mises en place pour les fidéliser à l'hôpital de Thonon, notamment le financement de la formation. Ça a été remis en place contre 18 mois de contrat par la suite. Ça, c'est bien. Mais on pourrait aller plus loin si on veut vraiment avancer. On pourrait donner la pratique avancée pour les infirmiers. Ça permettrait... Monsieur Bourrel, je suis désolé. J'en avais encore 17 points, monsieur. Mais c'est pas grave. Je suis trop bavard. Merci beaucoup. Madame Bailly. Bon, le problème de la santé dans le Chablais, il est évident. Par contre, il est récurrent dans toute la France. Donc, je pense que le gouvernement a sa grande part de responsabilité.
La crise du Covid et de sa gestion calamiteuse par le pouvoir, juste bon à distribuer des PV à ceux qui se promenaient au bord du lac ou à imposer des passes pour faire diversion, est à l'image du système capitaliste. Des groupes pharmaceutiques toujours plus riches, gravés de subventions, de crédits impôts recherche, mais incapables de produire des masques, des blouses, des gants pour le personnel soignant, il y a à dire. Des EHPAD cotés en bourse, où l'on compte les biscottes des résidents. Maintenant des services d'urgence fermés la nuit dans les hôpitaux, sommés de gérer comme le privé, endettés par des banques qui leur ont refilé des crédits toxiques, les scandales à répétition, Mediator, Dépakine, soins dentaires calamiteux. Tout cela ainsi une méfiance légitime dans la population contre la marchandisation des soins. C'est vraiment toute la société qui est malade à la course du profit. La santé doit être prise en main par des travailleurs, être débarrassée du profit, des brevets, de la concurrence anarchique entre trusts qui pillent la recherche publique. Il faut surtout embaucher dans ce secteur comme dans d'autres. D'ailleurs, il y a 8 millions de chômeurs total ou partiels. Il faut faire l'inverse de ce que Macron prépare. Il veut augmenter l'âge de la retraite, du départ à la retraite, on aura encore plus de malades, faire travailler pour le prix du RSA, alors qu'il n'y a pas de travail, baisser les indemnités chômage et transformer les futurs retraités en pauvres. Nous ne nous laissons pas faire. Voter Hello, c'est partager les luttes futures. Merci. Anne-Cécile Violent. Évidemment, en tant que psychologue, la santé est vraiment au cœur de mes préoccupations. La santé, l'accès aux soins. La santé, c'est quoi selon l'OMS? C'est un état de complet bien-être entre le social, effectivement le physique, mais aussi le mental. Donc c'est plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte. Nous avons effectivement des réalités territoriales sur lesquelles je reviendrai, mais il y a des grands axes nationaux qui ont déjà été développés et qui le seront lors de ce mandat de 5 ans. Tout d'abord, une priorité à la prévention. Il est important de mettre en place un bilan de santé complet et gratuit pour chacun, d'assurer un médecin traitant à tous et de favoriser la détection précoce des écarts de développement, de mettre en place des plans de détection de prévention relatifs à la santé mentale, l'infertilité, etc. D'améliorer la politique pour la prise en charge des femmes. C'est aussi une réalité et on a déjà le développement des sages-femmes qui permettent de faire beaucoup d'actes, mais c'est méconnu. Je pense qu'il y a un axe là aussi à développer. Bien sûr qu'il y a un axe pour la poursuite du plan de l'hôpital au niveau général. Alors s'agissant de l'hôpital, des hôpitaux du Léman, c'est un hôpital dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 15 ans. J'ai travaillé aussi à l'Institut des soins infirmiers. Et je ne crois pas que ce soit une question de management. On a des gens extraordinaires, qu'il s'agisse au niveau des administratifs ou au niveau des soignants. J'ai rencontré des gens investis. Certainement qu'il y a des améliorations à faire, notamment en termes de développement de services. On ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas s'occuper de toutes les spécialités. Mais peut-être voir davantage des spécialités qui permettraient d'apporter de nouveaux patients et puis d'être évidemment plus rentable. Il est indispensable d'assurer la pérennité de cet hôpital. S'agissant de la psychiatrie, je n'ai pas fait que intégrer le défilé avec mon écharpe il y a quelques mois. J'ai aussi intégré un comité de pilotage qui luttera justement pour cette externalisation des soins de psychiatrie. Merci bien. Jessica Tereni, c'est à vous. Alors bien sûr, comme vous comprenez, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi je suis aide-soignante depuis 21 ans et en plus sapeur-pompier volontaire qu'eux aussi souffrent énormément. Donc moi je suis sur le terrain du matin, midi et soir et les nuits, donc je pense que je suis bien placée pour ce sujet. Donc aujourd'hui je vais défendre ma profession, ainsi je vais parler au nom de mes collègues qui m'ont dit de passer quelques messages. Donc je m'adresse particulièrement à vous, Madame Violent, car c'est grâce à votre parti que le président est Monsieur Macron, qui est Monsieur Macron, mais aussi grâce à sa première ministre, Madame Borne, qui durant l'été 2021, cette dame a suspendu un très grand nombre de soignants, on ne la remercie pas éventuellement, non vaccinés. Et pour conclure, ils obéissent, comme ils n'obéissent pas, à partir du 15 septembre 2022, s'ils ne sont pas vaccinés, ils seront virés comme des malpropres. Donc c'est sûr que comme ça, on va y arriver. Sachant, il me semble que nous sommes censés être dans un pays libre. Il paraît donc liberté, égalité, fraternité. Cela vous parle, je pense. Nous soignants, nous sommes plus libres de nos propres choix. En ce qui concerne le vaccin, il n'y a aucun référendum. Et nous, avec mon parti, nous voulons apporter à l'Assemblée que le peuple et soignant restent libres. Si je suis élue, je ferai en sorte, et je dis or et déjà non, au pass vaccinal et voterai contre sa suppression.
C'est plus possible. Là, c'est vraiment plus possible. Vous avez le sourire, mais moi, franchement, je ne l'ai pas. Je vous le dis tout de suite. Vraiment pas. Parce que là, nous, on n'en peut plus. On subit ça tous les jours. Je suis désolée, je suis un peu émue. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer le mal que vous nous faites. On est épuisés, fatigués. On se bat tous les jours pour soigner les gens. Vous comprenez ça? Je suis désolée. Mais il y a un moment donné, il va falloir se réveiller. Non, parce que là, c'est vraiment grave. On va dans le mur, autant tous les parties du système médical. Je suis désolée, je suis émue. Mais là, c'est jusque-là. Donc maintenant... Oui, je sais très bien, mais en attendant, on est épuisé moralement et physiquement. On nous promet des choses qui n'ont jamais vu le jour. C'est-à-dire que contre les rémunérations pour tous les salariés, comme on dit, vie chère, paix de misère, on n'a rien. On n'a pas été augmenté comme il aurait dû falloir. Je suis désolé, Madame Terini, je vais vous demander de... Ouais, je vais faire au plus vite parce que... Allez-y, s'il vous plaît. Pour que le personnel ait les moyens d'avoir une meilleure organisation qui est nécessaire et adéquate à leurs besoins, qu'il y ait également une reconnaissance sur l'ancienneté parce qu'on n'en parle pas vraiment, redonner l'envie, le désir aux jeunes de faire cette profession qui aujourd'hui fait peur, malheureusement. Je serai à l'écoute de chacun pour les aider au mieux en fonction de leurs besoins et nécessités et je ferai la même chose, donc je disais, pour les sapeurs-pompiers et ambulanciers qui en sont en souffrance également et qui travaillent avec nous. Petite parenthèse, avant-hier, il y a 4 jeunes de ma caserne qui sont partis parce qu'ils n'ont pas le vaccin. À force de faire ça, on n'aura plus personne. Et nous allons, comme je vous disais, droit dans le mur et il faut agir vite. C'est plus possible. Parce que là, tout le monde parle, mais ils sont pas... Voilà, moi qui suis sur le terrain, je peux très bien parler là-dessus parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. On n'en peut plus. Merci beaucoup. Céline Vico. Combien d'entre nous ont entendu au téléphone « Le docteur ne prend plus de nouveaux patients ». Il faudra trouver ailleurs. Hein, dans notre Chablais, eh bien, c'est quotidien aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas se soigner. Ils ne peuvent même pas trouver un généraliste. Trouver un spécialiste, alors là, ça prend plusieurs mois. Quand c'est possible, hein, moi j'ai été longtemps sans trouver un gynéco, par exemple. Aujourd'hui, vous devez aller jusqu'à Lyon parfois pour vous faire soigner, ou alors on vous renvoie dans le privé. Tiens, c'est pas mal au Chal, ils n'ont pas assez de personnel, donc on vous renvoie dans le privé. Or, tout le monde n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller dans le privé. Il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle. Donc en fait, le phénomène ne va que s'amplifier puisque dans notre région, qui est à forte attractivité pour l'emploi, eh bien, il y a de plus en plus de gens, donc il y a de moins en moins de médecins. C'est lié aussi au vieillissement des médecins. Il y a 2 pédiatres qui sont partis à la retraite l'année dernière, qui n'ont pas été remplacés. Moi, en tant que députée, eh bien, déjà, j'exigerai la réintégration immédiate de tous les soignants. Et je rejoins Madame. C'est une aberration d'avoir viré comme ça les gens, alors qu'on était bien contents de les trouver, voire on les applaudissait en 2020 hein, pour se battre contre la maladie et puis sans protection en plus. Donc suppression aussi du pass vaccinal immédiat. Il est hors de question qu'on nous impose de vacciner encore une fois nos ados, tout le monde, les personnes fragiles éventuellement, ils ont bien le droit. Et moi je pense que tout le monde devrait avoir le choix de se faire vacciner ou pas. Ensuite, il faudrait renforcer peut-être une coopération franco-suisse pour l'accès aux soins dans les divers établissements voisins. Je pense qu'il faudrait soutenir nos maires aussi pour la création de maisons médicales de proximité. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas se soigner tout simplement à proximité de chez soi. Enfin, peut-être qu'un recours à la téléconsultation devrait être accentué aussi pour désengorger les urgences, parce que les urgences ne sont pas vouées à être des centres de bobologie. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et enfin, peut-être simplifier le parcours de soins pour laisser la liberté aux patients de choisir leur spécialiste, sans pour autant passer forcément par un médecin traitant, que parfois certains n'ont pas d'ailleurs. Donc on va aux urgences pour voir un médecin traitant, ensuite on essaye de décrocher un rendez-vous chez un spécialiste qui n'est pas dans le coin. Enfin, c'est devenu kafkaïen. Le numerus clausus, effectivement, vous aviez raison, monsieur. S'il vous plaît, Madame Vico. Eh bien, écoutez, voilà, je défendrai la santé en tant que députée parce que j'en ferai un de mes chevaux de bataille. Merci beaucoup. On va passer à la 3e thématique. Je me répète, soyez très concis, sinon vous n'aurez pas de temps pour conclure. Le micro pour Virginie. Donc, dernière thématique de ce rendez-vous, le pouvoir d'achat. Donc, grâce à l'Eldorado suisse, le salaire médian flirte en Chablais avec les 2 300 € mensuels. La circonscription est certes un territoire riche, mais à la vie chère. Et ce salaire médian masque aussi pas mal d'inégalités.
9,3% de la population chablaisienne vit ainsi sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 100 € par mois. Alors, vous, députés, que ferez-vous en matière de pouvoir d'achat? Et on redémarre avec Odile Martin-Cochet. Alors, je vais commencer par un tout petit retour sur cette destruction du système hospitalier dont on vient d'entendre les conséquences terribles. Je voulais juste ajouter que, bien entendu, on se prive non seulement des compétences des soignants qui ont été expulsés du fait du pass vaccinal et que nous, on réintégrerait évidemment, mais il faut penser aussi à tous ces médecins étrangers auxquels on a fait appel paradoxalement et qui, s'ils n'ont pas les diplômes qu'il faut, on les renverra dans leur pays, on les réexpulsera et on se privera encore de leurs compétences. C'est un scandale. Il y a vraiment un travail. Et ça rejoint le problème du pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, un système qui, depuis 40 ans, détruit les services publics, en fait, se prive de ce levier énorme de réduction des inégalités, de répartition des richesses. On a besoin d'un État fort et de services publics, de l'école, de la santé. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on est dans une urgence absolue du point de vue du pouvoir d'achat et qu'on ressent très fort dans ce Chablais où il y a des inégalités salariales terribles. Je ne vous refais pas, bien entendu, les dividendes des entreprises du CAC 40 qui atteignent des sommets. Total est à 9 milliards pour le premier trimestre, tandis que le point d'indice des fonctionnaires n'a pas été augmenté ou le sera à peine et ils ont perdu 20% de pouvoir d'achat depuis 20 ans. Il nous faut donc agir et agir vite. Le SMIC à 1 500 € net par mois se fera par décret. Les retraites seront revalorisées au SMIC également. Le gouvernement créera une garantie dignité de 1 063 € pour toute personne et tous les jeunes à partir de 18 ans pour que le seuil de pauvreté ne soit pas... personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Rapidement, s'il vous plaît, Madame Bailly. Je suis désolé, le temps passe. Eh bien, écoutez, le contrat social sera vraiment complètement différent, avec une limitation des écarts de salaire entre 1 et 20 et une répartition de la valeur, etc. Bon, je ne peux pas aller plus loin. Ce sont les règles. Merci à vous. Sophie Dion. Alors, sur la question du pouvoir d'achat, cela pose... une interrogation forte, c'est il faut pouvoir vivre de son travail. Pouvoir vivre de son travail dans le Chablais en particulier. Alors, cela passe par un certain nombre de mesures. Nous sommes un territoire, et chacun d'entre vous l'a dit, où la vie est chère. Donc, il faut instaurer une prime de vie chère, comme cela existe à Paris, par exemple, ou ailleurs. Il faut aussi augmenter les salaires. Le salaire minimum légal n'est pas suffisant. Il faut, pour inciter les gens à travailler, augmenter sensiblement les salaires. Et puis, la question des retraités. Il faut aussi fixer une retraite minimale au moins à hauteur du salaire minimum interprofessionnel. Et puis, les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, les employeurs, c'est eux qui donnent le travail. Donc, il faut leur faciliter la vie. Il faut laisser les chefs d'entreprise entreprendre. Et pour ça, il faut alléger les contraintes, alléger les difficultés du droit du travail, alléger les charges sociales sur les heures supplémentaires, sur la part patronale des heures supplémentaires en particulier. Et puis, il faut réformer le droit des successions. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un territoire où les gens travaillent pour transmettre à leurs enfants. Et il faut essayer d'alléger ce droit des successions. Et puis, il faut que les jeunes y restent chez nous. Parce que souvent, ils ont envie de rester ici. Parce qu'ils trouvent que le Chablais, c'est un territoire merveilleux. Et donc, pour y rester, il faut qu'on ait une action forte sur le logement des jeunes afin d'éviter qu'ils quittent le territoire. Merci bien. Monsieur Bourrel. Et je fais vite cette fois-ci. L'économie chablaisienne est en trompe-l'œil, clairement. Voilà. Oui, nous sommes une région riche, mais c'est un trompe-l'œil. Le taux de chômage en Chablais est très bas, on est quasiment au plein emploi, 5,2%. Mais pourquoi en trompe-l'œil ? Car très dépendante de la Suisse, on l'a dit tous, nous produisons de moins en moins sur notre territoire. 1% du territoire de Thonon-Agglo, par exemple, est consacré et est alloué à l'économie productive. C'est pas beaucoup.
Nous sommes en train de créer un Chablais et nous avons créé un Chablais à 2 vitesses, ceux qui travaillent en Suisse et qui ont le pouvoir d'achat et les autres. Être pauvre dans un territoire riche, c'est une situation plus dure dans le Chablais qu'ailleurs. Je pense que tout le monde est d'accord et tout le monde a donné un petit peu son avis à ce niveau-là. Donc au niveau national, nous allons vers une inflation forte. La dernière fois qu'on a eu une inflation supérieure à 5%, c'était en 1983. Moi, j'avais encore des cheveux. Donc oui, c'est difficile et particulièrement dans notre région. Donc il faut étudier très très rapidement une prime de vie chère pour les territoires comme le nôtre, c'est-à-dire les territoires frontaliers où il y a une vraie dissonance de revenus, parce que là c'est pas possible, pour les fonctionnaires mais aussi pour les salariés du privé. Il faut aussi mieux redistribuer les aides. Notre système fiscal est très très bon pour prélever l'impôt, mais à l'ère du big data, nous devrions être capables de cibler de façon plus opportune les aides et beaucoup plus précise, surtout de cibler les aides de façon beaucoup plus précise. Monsieur Bourrel, je suis désolé. Et puis, le premier poste de dépense des Français, le logement. Moi, je pense qu'il faut agir sur le bail réel solidaire. Il faut favoriser l'accession à la propriété. Et pour les frontaliers, essayer de revenir à la liberté pour la protection sociale. J'avais d'autres trucs, mais... Merci bien, Madame Bailly. Oui, merci. Il faut évidemment revaloriser les salaires, comme les pensions, les retraites pour les handicapés. On a tous besoin de beaucoup plus d'argent pour vivre, c'est sûr. Et tout ce que le patronat appelle charges, qui pour nous sont des cotisations, n'est-ce pas, sont un peu plus intéressantes que les primes parce que c'est du salaire différé. Donc c'est important quand même. 2 000 € net par mois serait un minimum. Mais ce montant est difficile à évaluer vu l'inflation galopante et le niveau des prix dans la région, notamment le logement et les transports, comme on en a parlé. Une échelle mobile des salaires est indispensable, c'est-à-dire leur indexation sur un véritable indice des prix contrôlés par les consommateurs et les travailleurs, mais pas sur les ressentis du gouvernement. Cela ne se réalisera pas par un décret gouvernemental. Arriver à faire augmenter les patrons. On entend déjà le grand patronat et les laquais économistes et journalistes domestiqués mettre en avant la situation des petites entreprises et des petits commerçants. Mais ce sont quasiment tous des sous-traitants de premier rang ou de second rang des grands groupes. Ils ont les mêmes intérêts que nous, en fin de compte. C'est aux donneurs d'ordre de payer en prenant sur leurs profits. Ceux du CAC 40 qui ont doublé malgré le Covid. Les sous, c'est pour les actionnaires. Non, il faut que ce soit pour ceux qui travaillent. La lutte ouvrière a de nombreux ennemis. Elle les reconnaît assez facilement, mais elle a aussi des faux amis. Ceux qui font semblant de découvrir le mur de l'argent quand ils arrivent au pouvoir et qui imposent la purge aux travailleurs, comme tous les autres. Madame Bailly, le journaliste que je suis va vous demander de conclure. Ne soyons pas dupes. Rapidement, s'il vous plaît. Il faut partir pour représenter la classe ouvrière. Il faut un parti, et pas un parti de gouvernement qui sert la soupe au capitalisme, mais un parti qui défend la perspective communiste, révolutionnaire et internationaliste. Il faut le contrôle des travailleurs sur toute l'économie. Merci beaucoup, Anne-Cécile Violent. Merci. Je me permettrai, Madame Thérini, de vous répondre tout à l'heure au moment de la conclusion, pour ne pas mélanger les thématiques. Alors, nous n'avons pas attendu les effets de la pandémie ou du contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine pour agir en faveur du pouvoir d'achat des Français, puisque c'est un gain de l'ordre de 300 € par an, par Français, qui était réalisé avant la guerre en Ukraine. Alors les mesures complémentaires, c'était quoi? C'était des baisses du chômage, la suppression de la taxe d'habitation, les primes Macron, l'augmentation du minimum vieillesse ou encore suppression de la cotisation à la sécurité sociale étudiante. Ça veut dire que toutes les catégories de la population ont pu bénéficier de ces aménagements. Moins 2 points sur le chômage depuis 15 ans, c'est historique. On n'avait jamais vu ça avec les politiques précédentes. Donc c'est une stratégie ambitieuse, cohérente et efficace, avec des choses extrêmement concrètes. Face à l'explosion constatée du prix de l'énergie, nous avons pris des mesures immédiates pour protéger les Français avec des plafonnements de prix. Je vais essayer d'aller rapidement. À l'été, un projet de loi pour soutenir le pouvoir d'achat, une revalorisation du SMIC, du point d'indice de la fonction publique, extrêmement important, des retraites, des prestations sociales, le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie. Il y a énormément de choses qui sont proposées, comme le triplement de la prime Macron, sans charge ni impôt. On pourrait parler aussi de la retraite, évidemment, on s'arrête à la retraite à 65 ans, mais il y a énormément de choses qui sont faites sur la réflexion en concertation sur un régime universel.
Et effectivement, on a la possibilité de travailler en concertation sur toutes ces questions-là. Je pense que c'est essentiel et c'est la base du programme. Merci beaucoup. Jessica Terény. Alors nous, ça serait déjà rendre l'argent aux Français qui n'arrivent plus à remplir leur frigo en fin de mois, à se chauffer comme il se doit, et les deux ensemble sont difficiles à vivre et à gérer. On se retrouve avec 40% d'augmentation sur les produits énergétiques. La première proposition que je ferai à l'Assemblée, si on me fait confiance, ça serait de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les énergies du gaz, l'électricité et le carburant, et supprimer la TVA à taux 0% sur les produits de première nécessité, comme les aliments et les produits d'hygiène. Je pense aussi à nos retraités qui eux aussi souffrent énormément. Et beaucoup de nos seniors vivent avec des retraites à 500 €. C'est pas possible. Dans ce cas-là, il faut valoriser le minimum vieillesse à 1 000 € et ne pas mettre la retraite à 65 ans. Car il y a un retraité sur 2 qui se retrouve à 65 ans dans une situation malheureusement d'invalidité et qui ne travaille plus. Je souhaite également permettre aux entreprises de les augmenter de 10% tous les salaires d'une valeur inférieure ou égale à 3 SMIG, en les exonérant de la hausse des cotisations patronales. Elle concernera toutes les personnes touchant moins de 3 800 € net par mois. Et je ferai en sorte d'agir et de mettre les meilleurs moyens en place pour cette thématique. Merci. Céline Vico. Alors le pouvoir d'achat, c'est un vaste sujet. En France, on est le pays le plus imposé déjà. Donc entre les vrais impôts que vous voyez, vous, dans votre boîte aux lettres, et puis les impôts cachés, ceux qu'on paye quand on achète tout, en fait. Et donc il y a urgence de travailler là-dessus, effectivement. Il faudrait, dans notre région, et peut-être même au niveau national, faire effectivement une prime de la vie chère, parce que nous, notre proximité avec la Suisse nous le fait payer. Mais il faut aussi accompagner les travailleurs. Donc moi, je pense qu'il faudrait baisser la CSG pour faire en sorte que les travailleurs modestes puissent avoir un 13e mois. La défiscalisation des heures supplémentaires aussi, c'était une bonne mesure autrefois qui a été retirée, qui pourrait être mise. Il faudrait alléger les charges patronales aussi. Je pense qu'on ne pourra pas augmenter les salaires si les patrons sont acculés comme ils le sont. Supprimer la redevance audiovisuelle, doubler le quotient familial des familles, revaloriser les petites retraites qui sont inférieures à 1 300 € en les exonérant de CSG et de CRDS. Et faire en sorte que les allocations familiales soient à nouveau universalisées pour toutes les familles. Il faudra bloquer le prix du carburant, parce que le carburant, là, aujourd'hui, il est au prix qu'il est, avec l'aide qu'on a, qui est quelque chose de bien, certes, mais qui va continuer à augmenter. Donc peut-être bloquer le prix du carburant à 1,80 serait bien. Et il faudrait donc favoriser certainement les circuits courts pour encourager les gens à se fournir auprès de nos producteurs locaux. Ça serait déjà aussi un grand pas. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Guillaume Ducrot, c'est à vous. Merci. Alors, dans le Chablais, en raison de notre proximité avec la Suisse, nous l'avons dit, la vie coûte cher. Ce n'est pas nouveau, et avoir une députée de la majorité présidentielle nous a servi à rien en raison de son inaction. Moi, je veux agir. Alors, comment est-ce que j'agis, si vous me faites confiance? En instaurant une prime vie chère pour nos fonctionnaires et nos salariés, afin de leur assurer des conditions de vie dignes. C'est la nécessité, l'alpha et l'oméga, pour maintenir des services publics de qualité en bon nombre dans nos territoires. Il nous faudra aussi revaloriser la question des retraites et garantir les pensions de réversion. Je pense qu'il faut aussi faire un travail pour alléger la pression fiscale, dont la CSG, pour aider nos familles et faciliter la transmission. Notre territoire est singulier, il faudra faire un gros travail de reconnaissance sur le déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Il y a des choses en place, il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, pour contribuer à augmenter le pouvoir d'achat, il faut une action sur les salaires. Alors, cela veut dire augmenter le salaire net sans toucher au salaire brut. Car augmenter le salaire brut, c'est augmenter le coût des produits. Pour faire simple, il faut donc réduire les charges de nos entreprises. Enfin, dans le cadre de la crise du pouvoir d'achat, député, je soutiendrai les mesures exceptionnelles et je les voterai pour assurer et renforcer le pouvoir d'achat de chacune et de chacun. Merci à tous. On arrive à la conclusion de cette émission. Conclusion qui sera très rapide. 30 secondes, je vais vous demander d'être très très rapide. Quel député serez-vous en cas d'élection? On commence avec Madame Sophie Dion. On commence la conclusion avec vous. Je vous en prie.
Merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, rapidement. Ah oui, d'accord. Très rapidement. Écoutez, voilà, je crois que vous avez eu une députée En Marche pendant 5 ans, donc il faut dire stop. Je serai là pour vous, pour tous les Chablaisiens, et je rassemblerai, et je suis la seule avec Christophe Arminjon à pouvoir rassembler, car on représente l'ensemble du territoire du Chablais. Être pour vous, ça veut dire être à l'écoute, comme j'ai bâti mon programme. Et donc, à l'Assemblée nationale, je voterai tous les textes, même s'ils émanent de la majorité gouvernementale, dans la mesure où ils vont dans l'intérêt des Chablaisiens. L'intérêt des Chablaisiens, c'est là. Première priorité, il n'y a que ça qui compte et on ne peut pas se permettre d'avoir perdu 5 ans et d'en perdre 10. Moi, je suis pour vous et je serai pour vous. Merci Michel Bourrel, c'est à vous. Oui, très vite. Dans ma vie professionnelle, je suis quelqu'un qui est à l'écoute, qui est un trait d'union en général entre des acteurs, différents acteurs. En tant que président de l'Agence économique du Chablais, ça a été le cas aussi. Je serai donc votre trait d'union. À Paris, ça c'est sûr et certain. Je serai à l'écoute, je serai très engagé, très productif et très actif. Voilà. Merci bien. Michel Bailly, c'est parfait. Michel Bailly, à vous pour la conclusion. Voilà. Rapidement, s'il vous plaît. Je serai juste un député pour rassembler, pour unir, être à l'écoute des travailleurs et appuyer toutes leurs luttes et remonter toutes les réclamations des travailleurs. Et il y a un président qui a parlé du premier de cordée. Moi, je parle du maillon faible. La force d'une chaîne correspond au maillon faible. Il ne faut pas affaiblir les travailleurs, qui sont les plus forts, qui sont les plus nombreux, qui savent tout faire. Au contraire, il faut les unir. Et là, on peut organiser quelque chose d'intelligent. Merci beaucoup. Rapidement. Madame Terini, simplement quelques mots. J'ai trop de respect pour votre métier et rapidement, s'il vous plaît. Pour avoir eu un sourire. C'est un sourire d'empathie et regardez la tribune qui a été signée contre le pass. Je suis pour la vaccination, mais moins sur les conséquences sociales que ça a engendré. Alors simplement vous dire que vous l'avez constaté, je suis pas une professionnelle de la politique. Moi je parle avec mes tripes. J'ai envie de vous montrer simplement combien j'aime les gens, combien j'aime le Chablais. Alors oui, je représente la majorité présidentielle avec une petite aparté qui est que je suis investie par le parti d'Édouard Philippe, Horizon. Et comme le dit très bien Édouard Philippe, je serai loyale mais libre. Je crois que ça veut bien dire tout ce que ça veut dire. Libre et indépendante, vous le savez, ceux qui me connaissent, j'ai pas ma langue dans ma poche. Merci beaucoup. Madame Terini pour la conclusion. Alors en ce qui me concerne, si je suis députée, je serai une élue disponible, travailleuse comme je l'ai toujours été, engagée, déterminée. Une élue de terrain pour défendre nos concitoyens, étant une femme d'action. Je souhaite créer une nouvelle page. Je serai au service de tout corps de métier avec respect. Je serai à l'écoute et à la hauteur et nous défendrons la liberté individuelle du massacre de M. Macron. Merci beaucoup. Céline Vico. Alors moi, Céline Vico, pour Reconquête, eh bien écoutez, je suis une femme honnête, avec le sens des valeurs. J'ai beaucoup de respect aussi pour le prochain. Donc si comme moi, vous en avez assez de la violence qui gangrène notre pays, si comme moi, vous subissez la baisse du pouvoir d'achat, si vous aussi vous déplorez la baisse du niveau scolaire en France, et si vous croyez que vous avez un avenir et vos enfants ont un avenir aussi, si vous souhaitez la sauvegarde de notre patrimoine et de notre culture, si vous voulez faire barrage au gouvernement Macron et à son nouveau ministère, et certainement depuis son nouveau remaniement, alors votez pour moi. Je suis la seule candidate de la droite républicaine aujourd'hui et je serai à la hauteur pour vous défendre. Merci. Merci. Guillaume Ducrot. Merci. Alors vous l'aurez compris, je porte un projet de territoire, je porte un projet pour notre territoire et pour la France, qui est animé avec des valeurs de proximité, d'honnêteté, de respect de la parole donnée. Député, je veux que vous soyez à mes côtés dans l'action pour le Chablais et pour la France. Je travaillerai au rassemblement de notre territoire et je travaillerai et je voterai des lois qui seront dans l'intérêt de notre territoire. Alors, aidez-moi à devenir votre député pour que ensemble nous nous engagions pour l'avenir de notre territoire et de la France. Merci beaucoup. Odile Martin-Cochet, vous avez la parole pour conclure. Alors je vais dire nous.
Nous devons sérieusement nous poser la question, est-ce qu'on continue un système qui, depuis 40 ans, nous pousse au pied du mur, là, écologiquement, démocratiquement, socialement, avec un creusement des inégalités, avec une urgence démocratique et écologique Est-ce qu'on va vers autre chose? Est-ce qu'on pense qu'il y a un autre monde possible, une redistribution des richesses, un rééquilibrage de ce système qui est indécent humainement? Et je crois qu'en soutenant le programme de cette gauche unie, ce ne sera pas moi toute seule, mais tous les députés de cette gauche unie, de la nouvelle union populaire, écologique et sociale, qui pourra nous emmener vers un autre avenir, un avenir qui sera profondément moins angoissant, moins scandaleusement inacceptable, et dans lequel on pourra se dire qu'on peut être plus heureux. Parce que est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans un océan de misère ? Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, de cette présentation. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu dans ce format un petit peu particulier. Merci également à l'équipe de l'Auberge d'Antilles pour l'accueil. Merci à toute l'équipe présente ici à mes côtés sur place. Merci à vous, Virginie, de m'avoir accompagné. Et bien sûr, merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, de continuer à nous suivre. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous mercredi 7 juin pour un nouveau débat à partir de midi avec Victoria Lopez pour une émission consacrée à la première circonscription de Haute-Savoie. À très vite sur nos antennes.